on a des crises épileptiques, surtout les spasmes épileptiques avec toutes les caractéristiques du spasme épileptique. Mais aussi, on a parlé des autres types de crises qu'on peut avoir, les crises focales qui peuvent donc coexister ou survenir avant, pendant ou après le spasme. Et les crises toniques, si elles sont présentes et elles sont inaugurales, là, il faut suspecter une encéphalopathie développementale et épileptique néonatale précoce. Donc, après le contexte clinique, les crises épileptiques, on arrive à l'EEG. Et là, je cède la parole à Sana pour parler de la partie EEG. Donc, pour la partie EEG, j'ai débuté par les particularités d'enregistrement EEG devant un spasme, devant la suspicion clinique de spasme. Donc, j'ai détaillé donc, les deux niveaux. Est-ce que vous pouvez avancer un peu, docteur Saïl, et je n'ai pas la main. Donc, j'ai précisé qu'il y a deux niveaux. Après, donc, j'ai détaillé les anomalies intercritiques, l'hypsarythmie, ce que c'est exactement. Mais bon, après, je vais rajouter donc, les figures, ne sont pas encore rajoutées. Donc, la variabilité de l'hypsarythmie, donc la variabilité aussi, donc plutôt les formes atypiques d'hypsarythmie, la variabilité de l'hypsarythmie. Et après, j'ai détaillé l'EEG critique. Donc, l'EEG critique, le spasme épileptique, ce que c'est sur le plan EEG, à quoi ça correspond, mais aussi sur le plan EMG, et comment le distinguer des spasmes, plutôt des myoclonies et des crises toniques. Par la suite, donc, j'ai proposé donc, le niveau de diagnostic proposé par la Task Force de 2017, comment, sur des critères cliniques et électriques, comment on peut essayer donc, d'optimiser les chances pour plutôt confirmer donc, le WEST, plutôt le syndrome des spasmes infantiles. Donc, ça, et après, donc, les différents niveaux de certitude. Donc, par la suite, donc, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'est un article que j'ai trouvé récent. Donc, c'est le consensus donc, de Delphi de West de 2004. Donc, il propose il va détailler les différents types de syndrome de spasme infantile en fonction de l'EEG et bien sûr donc de la clinique. Voilà. Et aussi, j'ai proposé ce qu'il faut faire si on trouve une hypsarythmie et comment on raisonne. Donc, si c'est une approche au contraire, l'EEG précède. Et le dernier draft, c'est la partie clinique et EEG, comment on retient donc, le diagnostic. Et voilà, donc le dernier draft de l'ILA de 2021. Et finalement, donc, j'ai mis donc, le base score, ce que c'est, donc la première version de 2015 et la deuxième version de 2021. Et je pense que ça va être plutôt le base, il sera plutôt intégré dans la partie prise en charge thérapeutique parce qu'il y a certains articles qui l'incluent dans la prise en charge thérapeutique. Donc, les différents stades proposés par le base seront plutôt utilisés dans la partie thérapeutique. Voilà. Très bien. Il y a la question qui se pose, est-ce qu'il faut mettre uniquement la version de 2021 ou on met aussi celle de 2015? Voilà, moi, je pense que là, c'est bien d'avoir mis les deux, là. Hein. Parce que c'est une évolution, ce n'est pas un changement total. Donc, c'est une modification. Voilà. Après, on passe au bilan pour le diagnostic. Je vous entends très mal. Oui. On passe au bilan pour le diagnostic étiologique. Donc, ici, j'ai une petite question. Est-ce qu'on parle encore de syndrome de spasme infantile idiopathique? Est-ce qu'il faut mettre ce terme ou on parle uniquement de symptomatique cryptogénique? Moi, je pense qu'on peut encore en parler. C'est vrai que on pourra discuter de ça, mais moi, je trouve que… Mais Mathieu, parce que là, on parle plus sur le plan étiologique, on parle plus de cryptogénique et de symptomatique. Est-ce que vous pensez qu'on doit le maintenir ou bien faire sur le plan diagnostic étiologique, de prendre la classification en 6 groupes? En 6 groupes? Oui, c'est-à-dire structurel, génétique, métabolique, auto-immune. Ah oui, ça sur les étiologies. Après, pour moi,
cryptogénique, idiopathique, c'est que le développement est normal au moment des spasmes. Parce qu'on en Et parle. Oui. bah, ça, ça apparaît pas dans la nouvelle classification, mais je trouve que c'est très utile pour les spasmes, hein, parce que c'est quand même différent des enfants qui sont normaux jusqu'à l'arrivée des spasmes et des enfants qui ont déjà une encéphalopathie connue. Pour la prise en charge, moi, je pense que c'est un paramètre. Bon, mais c'est à discuter. Oui. Moi, Faut-il utiliser une autre terminologie? Par exemple, selon l'étiologie, on distingue bah, les c'est spasmes, les ça. syndromes qui surviennent chez des enfants normaux, les enfants sur des enfants avec retard du développement. Parce que là, moi, je sais que ça va déranger si on utilise le symptomatique, cryptogénique et idiopathique. Bon, Alors moi, ça ne me dérange pas, mais si vous voulez changer, c'est vrai qu'on peut dire en toutes lettres, en tout mot, vous expliquer. C'est pas tellement dans la démarche étiologique, c'est dans la démarche. Moi, je trouve que dans la démarche de prise en charge, c'est très important. Mais c'est vrai que bon, le terme cryptogénique, il n'est plus tellement employé. Idiopathique, moi, je trouve qu'il est pertinent dans l'espace, il y a 15%. le Mais c'est vrai problème, qu'on pourrait oui, peut-être pas le mettre dans la démarche étiologique. non. Parce que là, dans la classification de l'ILAE, ils disent très bien que sur le plan idiopathique, il n'y a que les 4 diagnostics. Il y a aussi l'épilepsie focale idiopathique, mais on parle peu, on les inclut plus. C'est-à-dire Oui, pour mais la ce ne serait pas la première classification, fois que la classification de l'ILAE, on peut la discuter. oui, tout à fait. Mais il faut la discuter avec les autres, parce que si on va prendre enfin, on doit utiliser la classification qui existe actuellement. Et puis, on peut discuter avec eux. Non, mais c'est vrai que, bon, on est tous d'accord. La démarche étiologique, il y a une classification qui est très étiologique, génétique, structurale, Ouais. métabolique. Bon, ça reste pertinent. Après, peut-être ce petit paragraphe-là, on peut dire que ça garde quand même une utilité parce que, alors on peut les appeler comme on veut, mais des spasmes qui surviennent sur un enfant normal, Oui. qui guérissent au premier comprimé de Sabril et l'enfant ne fera plus jamais rien, ça existe, c'est peut-être 10%, pas plus. Oui. C'est pas idiot quand même de le mettre quelque part. Oui, tout à fait. On Alors peut c'est le vrai que le mettre. terme idiopathique, il a été, bon, il a tellement été discuté, remis, enlevé, etc. On peut l'appeler autrement, mais dire, enfin, en parler, et donc pourquoi pas en parler en toutes lettres. Et puis dire que peut-être, bon, peut-être que ces spasmes-là dans la classification, ils sont un petit peu difficiles à retrouver. Mais je pense que c'est ça. Mais là, Oui, comme ça, c'est mais c'est écrit, vrai que, oui, je suis non. d'accord. C'est peut-être pas là au début. Donc, On peut commencer par le tableau, peut-être, pour la démarche étiologique. Alors, c'est vrai qu'aussi dans le tableau, alors avant le tableau, moi, du coup, peut-être je remettrai un mot sur ce dont on discute avec Chanès, c'est le fait qu'il y a quand même une classification structurale, génétique, etc. Parce que là, en gros, quand vous dites périnatal, ça veut dire structural, mais c'est une sous-entité. Tout à fait. Dans le structurel, il y a le périnatal, il y a le Voilà, postnatal, il y a tout le. Moi, je pense qu'il faut utiliser la voilà, classification c'est ce que vous faites Donc, là, oui. allez, on ne vous Mm. entend pas. On vous entend pas. qui, moi Personne? ou. Docteur Saïri. Oui, c'est vrai que. Ah, dans ah les non. Non. qui parlent de l'éthologie, je retrouve les deux. Je retrouve cette classification génétique, génétique structurelle, et après on parle des causes prénatales, postnatales. C'est pour cela que j'ai mis les deux en précisant pour chaque éthologie, ça peut être où, dans quelle rubrique. Le problème, c'est que ça dépend de qui a écrit l'article. C'est ça le Mm. problème. Mais moi, je pense que pour l'éthiologie, il faut faire la classification de l'ILAE parce on est en train de suivre la terminologie de l'ILAE, faire la classification, faire des nuances pour expliquer, par exemple, qu'il y a des syndromes de West qui sont idiopathiques, entre guillemets, mais les mettre entre guillemets parce que sinon, ça va embrouiller l'esprit de certaines personnes qui ne retrouvent pas dans les classifications de l'ILAE.
Et puis dire que sur le plan structurel, on peut avoir les étiologies chez l'enfant, ils peuvent être classés en périnatal, postnatal, enfin pré, péri et postnatal. Parce que ça Je pense dépend. que oui, je suis d'accord. C'est bien de mettre les deux. La classification de l'ILAE, elle permet de rien oublier. Et après, c'est vrai que Dans le détail. le poids du périnatal et postnatal est tellement important qu'on peut faire un petit focus en disant que c'est pas la peine d'aller chercher des choses très compliquées si il y a une encéphalopathie post-anoxique ou une notion comme ça et que donc l'IRM elle est importante. Donc les deux sont bien. Peut-être commencer par ça. Moi là juste j'ai une petite remarque sur la classification. Alors peut-être Chanez c'est mieux que moi, hein, mais il me semblait que la partie infection, c'est plutôt inflammation qu'infection parce que par exemple dans mon esprit des spasmes séquelles d'une méningite, c'est une cause structurelle. Les Oui, causes inflammatoires, c'est plutôt des spasmes qui seraient dans une maladie auto-inflammatoire. C'est quand même pas très fréquent. Mais peut-être. il faut dire que enfin, une pathologie ou un syndrome de West, il peut avoir les deux étiologies. Par exemple, la sclérose tubéreuse de Bourneville, on peut le classer en deux, la génétique et structurelle, avec les Oui, tubaires et génétique parce qu'elle est génétique. Le déficit en gluten de la même façon. Donc, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on peut les classer en deux catégories différentes. mm. Par exemple, le déficit en gluten. Alors, Ah, il y a un truc qui. c'est pas moi. J'ai rien fait. Je n'ai personne à côté de moi. C'est bon, ça marche mieux là, ça y est. Voilà. Donc, peut-être que c'est le déficit en gluten. Fréquemment, on le classe en génétique et métabolique. Donc, ça, ce n'est pas un problème, mais il faut vraiment l'écrire et enfin l'expliquer un tout petit peu Oui, dans le paragraphe. ok. Mm. Donc on peut laisser comme ça. Ok. Donc, je pense que c'est juste une question de mise en forme en fait. Se baser bien sur la classification de l'ILAE et puis ensuite peut-être l'encart que vous avez en haut, le mettre en bas en disant que les causes périnatales acquises en fait sont très fréquentes Tout à fait. et qu'il ne faut pas les sous-estimer et savoir les rechercher. Mm. Alors on vous Mon entend micro toujours ne pas. prend pas. Oui. Il y a un problème de micro. Oui. Non, ça ne marche pas. Il faut activer le micro, docteur. Ah mais vous avez votre micro qui est voilà. En l'histoire, l'examen clinique et l'imagerie permettent un diagnostic écologique dans 55 à 70% des cas. Donc, l'enquête écologique doit comporter ces différentes parties dans un premier temps. Si l'étiologie reste inconnue, là, on va passer aux explorations génétiques et métaboliques avec un rendement de 50% dans les cas restants. Donc, pour dire que l'enquête étiologique, elle va se faire de la sorte. Là, pour l'interrogatoire, j'ai mis les principaux éléments à rechercher, les Très bien. antécédents d'épilepsie, les antécédents personnels d'épilepsie, d'encéphalopathie épileptique néonatale précoce qui pourraient orienter l'étude génétique, le déroulement de la grossesse, le déroulement de l'accouchement, le périmètre crânien à la naissance et les pathologies postnatales. J'ai essayé d'être exhaustive. L'examen neurologique, donc le périmètre crânien, là, on utilise généralement le test de Denver pour évaluer le développement psychomoteur. Je pense que c'est un test qui n'est pas mal au début, au cours des les 3 premières années, mais après, il n'est plus précis. Je pense qu'il faut changer avec le Vineland deuxième version. On l'utilise, non, nous, le test de Denver, on l'utilise jusqu'à 3 ans. Et puis, c'est le bilan neurocognitif qui est fait. Les différents actifs Le test de Et Denver, jusqu'à vous 3 ans. l'utilisez en routine, en consultation pour un enfant qui vient vous voir pour des spasmes ou dans le suivi après? Non, 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 non. À la première consultation, on a le test de Denver qui est évalué sommairement, et puis à l'hospitalisation, il est plus en détail. Pour le suivi, là, ce n'est pas évident de le mettre, mais ça sera très intéressant de le mettre ici. Comme ça,
il sera utilisé de façon systématisée. Et nous, c'est le test qu'on utilise jusqu'à l'âge de 3 ans. D'accord. Mais vous pensez que c'est le seul qui peut être utilisé? Parce que là, Non, on est dans pas du la… tout, pas du tout. On peut l'avoir, mais ce n'est pas évident. Déjà, pour le mettre en place, c'est pas évident. C'est ça. Est-ce qu'on peut pas mettre le développement psychomoteur serait évalué, si possible, ou de préférence avec Tout une à fait. échelle? Je dis ça parce que il y en a Chacun à quelques… son échelle, tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire, on peut Après, moi, mettre des exemples. Tout à c'est fait. ça. Moi, je trouve ça très bien enfin, vous pouvez en mettre une seule, mais Parce que bon, c'est un guideline qu'on doit exporter pour les autres. c'est ça. Donc, il faut mettre enfin quelques tests, soit test de d'inverse, soit les autres tests. Voilà, donc tout à fait. Et là aussi, même pour l'interrogatoire, il faut ajouter des points de suspension. 3 points de suspension, comme ça, on ne sera pas. Voilà, donc pour orienter et tout ça. Oui. Donc, l'examen des caractéristiques dysmorphiques, l'examen dermatologique qui est prévu de faire, et l'examen ophtalmologique qui pourrait aussi orienter l'étude étiologique. Après, l'imagerie par résonance magnétique, là aussi j'ai une question. Est-ce que vous demandez la spectro, est-ce que ça s'est fait de façon systématique, la spectro, ou vous la demandez, vous la mettez sur la demande? Est-ce que c'est intéressant de la faire en Tunisie, on a du mal à faire une première IRM et à la répéter après. Donc, je propose qu'on demande d'emblée une IRM cérébrale avec spectroscopie. Moi, je pense qu'en Tunisie, le problème, ce n'est pas la spectro, le problème, c'est son interprétation. Moi, je préfère que jusqu'à maintenant, et vous êtes d'accord, je crois, Dr. Hassairi avec moi, que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à imposer la méthodologie de l'IRM en cas d'épilepsie. Jusqu'à maintenant. Quand on envoie un patient pour une épilepsie, on ne fait pas le protocole. Si on peut mettre le protocole d'épilepsie ici, ce sera très bien. Et la spectroscopie, dans certains cas, il faut que la spectroscopie, parce que là, j'ai une question, Mathieu. Pour ce guideline, c'est pour les spécialistes ou pour les médecins généralistes ou pour les médecins de famille? Bah, si on prend le modèle, les protocoles de soins, c'est un peu pour tout le monde. Chacun le lit en fonction de ses compétences. Il y en a qui vont le dire, il y a un patient qui est suivi à l'hôpital, mais je suis son médecin traitant. Ça m'intéresse de savoir ce qui est fait, de comprendre pourquoi telle ou telle chose est faite. Et puis, il y a le spécialiste qui va… Moi, je suis d'accord avec vous pour dire que la spectro, si c'est compliqué il vaut mieux une bonne IRM avec un bon protocole et être sûr qu'il n'y a pas une cause structurale, plutôt que de vouloir tout miser sur la spectro, dont le rendement n'est pas très élevé dans les spasmes. Tout à fait. À part les Et maladies qui… métaboliques, quoi. C'est ça, mais souvent, il y a d'autres choses. Enfin, la priorité, c'est quand même d'avoir une bonne IRM morphologique, quoi. Moi, je pense qu'ici, dans les neuroimagerie, il faut mettre l'imagerie avec le protocole Oui, de l'épilepsie et puis mettre, on peut, en cas de besoin et en fonction des cas cliniques et de l'orientation étiologique, on peut ajouter d'autres techniques de l'IRM, etc., quoi. Par exemple, moi, enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est, je pense que ce n'est pas le lieu, mais une tractographie est aussi importante pour un syndrome de West avec une paralysie cérébrale. Donc, c'est ça. avec une hémiplégie, ce serait intéressant aussi de faire une tracto pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense qu'il faut mettre une imagerie de façon générale avec le protocole et puis dire que certaines techniques seront demandées en fonction C'est des ça. besoins et après avis du spécialiste en fin de compte. Mm. En fonction du tableau clinique, si on suspecte par exemple une maladie métabolique. On vous entend très mal, désolé. Donc, en fonction du tableau clinique aussi, si Oui, on suspecte une maladie métabolique ou… D'accord. tout à fait. Après, je cède la parole
Parce que Madame, là, pardon, excusez-moi, parce qu'il il y a ici la neuroimagerie. Il faut dire que c'est l'imagerie morphologique, il y a l'imagerie fonctionnelle, il y a le PET. Donc, je pense qu'il faut les mettre, hein, parce que là, peut-être Enfin, l'imagerie fonctionnelle, on ne l'a pas, mais le PET, on l'a. Hein. mais vous préconisez de faire un PET à tous les West? Non, c'est pourquoi, enfin, c'est quand il faut le demander. S'il ne faut pas le demander, il faut dire qu'il ne faut pas le demander. Vous voyez, Mathieu, le problème, Oui, c'est que chez nous, quand on a une absence, on fait 3-4 G, on fait une IRM, on fait tout avec une absence. Donc là, ce serait très bien de faire un protocole pour les pédiatres pour dire que ça ne sert à rien de demander un PET devant un spasme si on a des lésions et si on n'a pas, si ce n'est pas focal ou je ne sais pas quoi. et oui, oui. Moi, je pense que en tout cas, le PET, enfin, il se justifie dans la recherche d'une cause focale, d'une dysplasie. Tout à Et fait. donc, il est rarement fait comme ça en urgence dans l'Ouest. Il est fait le Ouest qu'on met en rémission, qui garde des crises focales, ou alors le Ouest qui est authentiquement, qui a l'air focal, avec un foyer, pas une vraie arythmie, mais un foyer intercritique. Et donc, je suis d'accord pour ne pas le mettre, parce que j'ai peur que vous ayez des PET qui sont quand même hyper irradiants, hyper chers, alors que qui servent à rien. Tout à fait. Et, Il et faut le donc, dire. si Moi, vous je le pense, mettez, ils vont dire ah ben on le fait, ça servira toujours un jour. Et puis il y a des fois, ça n'a aucun intérêt parce que c'est mais une anoxoïschémie, parce que c'est une lysencéphalie ou parce que. Et donc, peut-être vous pouvez en parler, que c'est dans le cadre d'un bilan, mais dans ce cas, c'est dans le cadre d'un bilan de deuxième ligne spécialisé. Je ne sais pas comment le tout à fait. mettre, Tout à mais il fait. faut que ce Non, soit prescrit par des gens qui, là, voilà. pour le coup, c'est le dernier niveau. C'est le niveau. Moi, je pense que pour l'IRM fonctionnel, le PET et les autres techniques, je pense qu'il faut mettre que, en premier lieu, ce n'est pas indiqué et que leur indication ne se fait qu'en fonction des cliniques et pas en spécialiste. Ça, Exactement. c'est important de le dire. Hein, il faut le mettre. Mm. Parce que sinon, on aura. Là, comme vous le savez, il y a le patient qui vient à la consultation en privé. Tout le bilan, il est fait. Mm. Donc, ici, c'est important de dire Tout à que fait. on peut s'arrêter là et que oui, il existe les autres moyens, mais ce n'est pas la peine de les demander à ce moment-là. On est d'accord. d'accord. Donc, PET IRM normal avec foyer à l'EEG. Avec foyer et indication par un spécialiste, sinon vous aurez la CNAM sur le dos. Oui. On aura la CNAM sur le dos. Après, est-ce qu'on parle d'une indication chirurgicale après pour, en fait, il est fait pour avoir une indication chirurgicale. C'est pas tellement. Je pense que c'est pas tellement le lieu là. Donc, enfin, si vous voulez parler du PET pour dire aux médecins que ça existe et que s'il y a un généraliste qui se retrouve avec un de ses patients pour qui vous avez trouvé un PET, ils comprennent pourquoi, ok. Mais il faut bien que les gens comprennent que ce n'est pas le bilan de première ligne d'un certain nombre de West. D'accord? Donc, il faut trouver une façon de dire que parfois, c'est un examen qui peut être utile, mais qu'il n'est jamais prescrit en première intention et que c'est dans le cadre d'un bilan hyper spécialisé et qui peut faire l'objet, par exemple, d'une indication après concertation pluridisciplinaire ou je ne sais pas quoi, moi. Moi, ça ne me Tout à choquerait fait. pas. Tout à fait. Franchement, je trouverais ça choquant que des enfants, dans le bilan initial d'espace, ils aient l'IRM, le PET. Tout à fait. C'est quand même pas anodin, un PET. Hein. Un Ouais. PET, c'est 10 scanners en termes d'irradiation. Ouh là là. Enfin, je crois à peu près. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est beaucoup. Je sais parce que nous, on en fait dans l'épilepsie et on nous demande de faire attention, parce que c'est vrai que c'est assez irradiant en fait. Enfin, Et on en fait comme vous. ce n'est pas d'utilité quotidienne chez nous. C'est ça, puis ça a On pas n'a de valeur pas, étiologique en fait. Ça a voilà, une valeur on a, de prise en charge. et puis l'interprétation n'est pas, c'est comme la spectro, ça ne sert à rien de faire Exactement, un examen exactement. complémentaire avec une interprétation qui est à côté de la plaque. Hein. Alors ensuite, Je vous laisse la parole, Rabi, les collaborateurs.
Il faut ajouter l'étude génétique après examen clinique, IRM et élimination d'une maladie métabolique, d'une cause métabolique. Voilà. Là, j'ai une question. Est-ce que ça prend du temps l'étude génétique et l'étude métabolique? Est-ce qu'elles doivent être démarrées en même temps? L'étude métabolique avant l'étude génétique. J'ai mis l'étude génétique avant parce que tout simplement, les causes génétiques, elles sont plus fréquentes. Les causes Non, non. Qu'est-ce métaboliques, que vous appelez cause métabolique aussi? C'est ça? après, en fait, Usuelles, pas les causes métaboliques classiques, la phénylcétonurie, tout ce qui peut être fait par un bilan métabolique, quoi. Une cytopathie mitochondriale. Bien sûr, il y a certaines pathologies métaboliques qu'on ne pourra mettre en évidence que par la génétique. Ça, c'est très important, par exemple. Parce que la phénylcétonurie, hein, ça, c'est vraiment important parce que c'est des choses, nous, on n'en a pas parce qu'on a un bilan, on a un dépistage. Et Oui, donc, chez nous, ça existe. voilà, si ça existe, c'est important, mais ça ne va pas être si rare que ça. oui. Et on a aussi beaucoup de mariages consanguins. On a des foyers. L'étude métabolique devrait être avant. Ici, c'est pas une. Et voilà. Ça, c'est une démarche. Quels sont les bilans qu'il faut faire? Le bilan métabolique avant le bilan génétique. Pour le bilan Et est-ce que vous êtes d'accord pour mettre quand même, pour faire la distinction entre le bilan métabolique que vous ferez tout le temps et le bilan métabolique que vous ferez quand même sur, sur une certaine, disons, sur un point d'appel. Suspicion. Oui, Voilà. oui. C'est pas la même chose, hein. Mm. C'est-à-dire que le bilan systématique, c'est l'ammoniémie, enfin l'acide lactique, etc. Mais quand on suspecte quelque chose de métabolique, ça devient les points redox, la chromatographie, etc. Donc, je pense qu'il faut le mettre, qu'il faut le. à mettre un premier bilan et un deuxième bilan en fonction du tableau clinique. Tout à fait. Et pour la phénylcétonurie, est-ce qu'on met un Guthrie ou on met la chromatographie au carreau? Ça, je ne sais pas. Il faut voir avec les biochimistes qu'est-ce qu'ils font maintenant. Il faut voir avec Dr Camoun qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils font maintenant. Pour la pyridoxinodépendance, donc on n'a pas de test diagnostique. Alors ça, c'est la génétique. La péridodexonodépendance, c'est la génétique. Oui, en attendant le résultat, est-ce que un essai thérapeutique pendant 7 jours, quand on démarre le traitement de première ligne du syndrome de spasme infantile, se justifie ou non? C'est pas des spasmes, vous êtes d'accord, Mathieu, dans les péridoxines? C'est trop tôt. Je sors d'une discussion avec plusieurs experts français. Il y a des centres où ils mettent systématiquement, ils font systématiquement un essai de pyridoxine de 3 jours devant tous les spasmes Ah oui. sur des arguments de case report où c'est quand même, ça a été Ça peut rapporté. se voir, ça peut se voir, Et c'est vrai. donc, le rendement est extrêmement faible, mais dans la mesure où ça change un peu évidemment tout, c'est l'équipe de Lille en particulier hein, qui Ah, dit, d'accord. nous, on met 3 jours de B6 à bonne dose et avant de passer au Sabril. Parce que, bon, parce qu'en gros, ils en ont vu un et donc, moi, je pense que tout se justifie. Hein. Vous pouvez justifier le fait de ne pas le faire en disant quand même c'est des case reports, c'est pas les cas typiques. Et puis, on peut aussi dire qu'on le mettra dans une forme résistante. Et donc, Oui, on n'est peut-être c'est pas ce à qu'on 15 jours fait. près. C'est ce Voilà. qu'on fait. Et moi, ça me va aussi. Hein. Après, je trouve ça bien de faire le test thérapeutique plutôt que d'aller faire des dosages qui sont hyper compliqués, même pour nous. Les dosages de l'alpha-ASA, de l'acide pipécolique, généralement, en fait, on fait des tests thérapeutiques nous aussi. Hein. Donc, vous êtes d'accord pour le bilan que j'ai mis là? Juste pour la phénylcétonurie, on va vérifier si on dispose du Guthrie, c'est ça? Oui. Guthrie, Voilà. papier Guthrie, Madame Camoun, elle le fait, mais il faut vraiment poser la question pour avoir une réponse fiable quand même. Parce que là, c'est ce Parce que par que. exemple, On doit mettre ce qui existe chez nous. ouais.
Moi, je trouve ça bien là, comme bilan. C'est pas, il n'y en a pas 10 000 et c'est très bien d'avoir sélectionné. Après, par exemple, déficit en biotinidase, souvent, il y a du lactate dans le LCR. Bon, l'activité biotinidase, si elle est faite facilement, pourquoi pas. Après, et bon, la maladie de Menkes, souvent, il y a d'autres signes. Moi, rien ne me choque, surtout si vous me dites que, bon, c'est que vous avez énormément de maladies récessives, encore plus que nous, même si on en a pas mal aussi. Hein, si vraiment vous avez un fort taux de maladies récessives avec peut-être un retard diagnostique qui ferait qu'une acidurie organique pourrait passer un peu inaperçue sur la dystonie et qu'elle apparaisse à un stade tardif, moi, ça me va. Tout ça, c'est à justifier. On a tous des filières un petit peu différentes, des façons Tout à fait. d'arriver jusqu'à chez vous, certainement qui ne sont pas les mêmes que nous. Et donc, moi, je trouve ça bien parce que vous n'avez pas non plus fait toutes les maladies de la Terre. Vous avez sélectionné celles que vous voyez, donc c'est bien. Moi, je pense que je ne sais pas est-ce que ça existe, mais on pourrait poser la question à l'association des maladies métaboliques pour voir quelles sont les maladies métaboliques à expression, enfin, qui s'accompagnent de les plus fréquentes qu'ils voient le plus fréquemment et Que, ajuster. Hein. voilà. Je Nous, par pense que exemple, c'est vrai que la chromatographie des acides aminés, le rendement, s'il n'y a pas de signe particulier, le rendement est tellement vraiment, faible qu'on ne le fait pas. tout Parce à que c'est fait. les déficits en sérine, ils sont très microcéphales. Et après, les cycles de l'urée, ils sont complètement dans le coma avec une ammoniémie très élevée. Et donc, on ne le fait pas. Je sais qu'il y a des équipes qui le font parce que une fois sur 10 000, ils vont retrouver le déficit rare en proline ou je sais pas quoi. Bon, Non, nous, on ne le fait on le pas fait parce que plus. c'est ça. Voilà. Mathieu, on ne le fait plus. Pourquoi? Parce qu'on a fait D'accord. un projet de recherche fédéré avec les généticiens et les métaboliques sur les déficiences intellectuelles et nous sommes partis de l'hypothèse de faire la chromatographie de façon systématique. Et puis, on s'est rendu compte que le rendement n'était pas très important. Voilà. Bah, c'est intéressant ça. Donc, Moi, je pense que maintenant, typiquement, là, le bilan, ce sera vraiment intéressant de discuter. Donc, gardez aussi un peu de place pour pouvoir le discuter avec les 3 autres experts. tout Parce à qu'on fait, aura, il faut vraiment le discuter avec les c'est biochimistes. ça, Et de votre côté avec les biochimistes, parce qu'ils vont peut-être vous dire, mais attendez, nous, on a un taux énorme de tel déficit, et donc c'est important de le mettre. Ça, moi, je pourrais le discuter de mon côté ici, mais évidemment qu'on n'a pas tout à les fait. mêmes expériences que vous. C'est pas simplement une question d'accès. Hein. Et par exemple, nous, d'espace isolé, on va pas faire du cuivre. Hein. Les acides organiques, peut-être, mais parce qu'on cherche aussi les marqueurs de B6 et PNPO, hein, la vanille lactique et tout. Et après, les maladies mitochondriales, souvent avec l'IRM, on a des arguments. Bon, on a souvent des enfants qui ont d'autres choses. Et puis, s'ils n'ont rien d'autre, on a tendance à se dire, maladie mitochondriale, de toute façon, on n'est pas dans quelque chose de curable, hyper fréquent, donc on peut se donner un tout petit peu de temps, hyper facilement, je veux dire. Mais ça, moi, vous interrogez 20 personnes, il y aura toujours des nuances. Donc, il faut faire aussi comme vous voyez les choses. Tout à fait. C'est pourquoi En il tout faut cas, vraiment poser la voilà, c'est question ça. ici. C'est ça. D'accord. On passe à l'étude La génétique. génétique, oui. Bon, concernant l'étude génétique, en se basant sur les signes cliniques du patient, dans une première intention, on commence par l'étude de cytogénétique qui se manifeste par la réalisation du karyotype standard dans le but de détecter les anomalies chromosomiques. Bon, cette technique est réalisée de routine dans notre service. Le karyotype détecte 6% d'anomalies pour les patients étudiés atteints par le spasme infantil. Vu les limites de cette technique et la difficulté, de la caractérisation des microdélétions et des CNV, on a eu recours au CGHAV suite à une demande. Cette technique est un examen de choix vu son coût élevé.
Puis, lorsqu'aucune anomalie n'est mise en évidence lors de l'étude cytogénétique, les patients sont transférés dans un protocole de recherche si leur représentant légal donne son accord. L'étude moléculaire par analyse mutationnelle des gènes candidats comme le CDLK5 et ARX aura lieu dans une première étape. Si l'analyse est négative, on passe à l'étude de séquençage de haut débit par un panel de gènes qui inclut 102 gènes spécifiques de l'épilepsie. Cette technique permet le gain de temps dans la démarche diagnostique et le parcours de soins des patients. Si l'analyse est négative, on passe à l'étude d'exemple pour identifier la mutation en question. Ok. Juste, selon vous, est-ce que le séquençage de CDKL5 à ARX a encore de la place en Sanger? Je ne C'est une pense question, pas. hein. Non, je pense pas. Nous, en fait, CDKL5, bon, les deux sont dans notre panel, du coup. Et c'est vrai qu'autant CDKL5, on en trouve pas mal, autant ARX, beaucoup moins. Alors, je pense qu'il faut qu'il soit quelque part, hein. Mais disons que le mettre en L'ARX, Sanger, nous, la on n'a spécifique, jamais trouvé, je ne sais pas pour vous, c'est mais ça. on n'a jamais trouvé. Et donc, le mettre en Sanger avant, sauf si vous m'aviez dit que vous en trouviez plein, bon. Non, Mais sinon, absolument. moi, je serais d'accord de tout mettre en panel, en fait, si vous arrivez à les mettre dedans. Ici, Donc, pardon, excusez-moi, mais pour le syndrome, enfin, les spasmes épileptiques, je n'ai pas l'impression que le Sanger peut nous aider. Non, je suis d'accord. Ici, là, donc moi, on j'aimerais élimine bien la partie que, de Sanger et oui, Madame Mariam, Madame Nouri, moi, j'aimerais bien que vous expliquiez un peu l'avantage pour un mot, une phrase. C'est-à-dire le Sanger, il est indiqué, la technique de Sanger, quand on a un tableau clinique évident, qu'on n'a pas le moyen d'avoir un panel, etc. Parce que sinon, ça sera, si on va préconiser d'utiliser le Sanger, on peut attendre des décennies. Le panel, c'est quand on a un phénotype qui n'est pas très clair et quand on a la possibilité de faire le panel et le rôle exemple quand le panel est négatif. Je pense qu'il faut mettre pour chaque méthode quel est l'intérêt, quel est son intérêt et l'adapter au spasme en fin de compte. Oui. Parce que Pour là, le whole exome, hein, le whole exome, c'est pas simplement mettre en évidence des mutations de novo, hein. oui. Oui. L'étude en trio, ça peut aussi permettre de mettre en évidence des mutations récessives, hein. Donc, c'est les deux. Après, c'est pas toujours évident dans les familles consanguines. S'il n'y a qu'un seul enfant atteint, comme il y a 25% du génome qui est homozygote, hein, on a parfois beaucoup de régions homozygotes et beaucoup de mutations homozygotes. Mais ceci dit, ça reste quand même valable. On peut trouver un stop homozygote dans un gène connu d'épilepsie, STXBP1 par exemple. Hein, donc ça reste. STXBP1, il est dans votre panel, mais je sais pas, un autre gène. Donc je pense que ça reste. Voilà, c'est de novo ou récessif, ou lié à l'X. Ok. On passe. Juste, j'ai une petite question, Dr. Hsairi. Dans la partie diagnostic positif, est-ce que c'est intéressant de dire les diagnostics différentiels devant un spasme? Est-ce qu'on fait un sous-chapitre pour donc, les éventuels décrire ou de les citer, les diagnostics différentiels? C'est ça. Peut-être qu'il faut mettre un autre paragraphe pour ça, je sais pas. Oui. Professeur Mathieu, est-ce que vous êtes d'accord pour le diagnostic différentiel? Est-ce Oui. qu'il faut l'ajouter ou non? Bon, on peut toujours mettre des petits mots. Dans la définition, dire aussi que ce n'est pas des myoclonies, que ce n'est pas des cristoniques.
Moi, je trouve que les Je préfère. deux… Je Oui, je préfère. suis d'accord. Les deux pièges, c'est la myoclonie ou les crises toniques D'accord. du Lennox. On peut les justifier avec le G, les myoclonies, les crises toniques. On peut même à le G. Oui, La ça a partie- été déjà mis. Hein. Mais Oui. bon, parce que il faut ajouter les images, mais j'ai déjà mis la différence à l'EEG. Oui. On passe à la partie suivante, la prise en charge thérapeutique. Ouais. Donc, pour les objectifs, donc bien sûr, les objectifs classiques, c'est obtenir une bonne réponse électroclinique, améliorer le pronostic cognitif à long terme, mais est-ce qu'on ajoute l'objectif de diminuer le risque de développer un syndrome de Lennox-Gastaut, une épilepsie après l'OS ou non? Ça entre plutôt dans la bonne réponse électroclinique. Bon, moi, ça me choque pas. Après, je pense quand même qu'on arrive peut-être, on a moins de Lennox-Gastaut. Tout le monde dit ça. Donc, pour la Bon, disons que l'objectif principal, c'est quand même d'améliorer le pronostic cognitif, hein, si on avait à choisir. Bon, mais c'est bien, ça permet de discuter, on peut mettre ça. pour la définition de la bonne réponse électroclinique. Donc, selon le consensus de Delphi, c'est la disparition des spasmes avant le 14e jour et que cette disparition soit maintenue jusqu'au 42e jour. Donc, ça a été adopté par plusieurs études d'après. Et après, j'ai trouvé une autre définition. Donc, c'est l'absence de spasme après 2 mois du début du traitement. Là, l'étude de 2017. Est-ce qu'on garde la définition du consensus de Delphi puisqu'elle est plus utilisée, je pense? Bon, mais c'est pas très différent, un 42e jour. Je sais pas pourquoi 42e jour, c'est 6 semaines, quoi. C'est 6 semaines versus 8 semaines. Mais il y a aussi ces 8 semaines, ils ne disent pas que ça doit disparaître avant le 14e jour. On a 8 semaines pour avoir une bonne réponse. Ça peut arriver à n'importe quel jour. Par Oh, bah contre, ça, c'est un peu, c'est moins, je sais pas, c'est moins classique quand même. donc, le deadline de 14 jours est très important après pour le pronostic cognitif. Il est assez important. Je pense qu'il faut le mettre. Bah, finissez votre argument, puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc, c'est surtout pour après parler de la proportion de patients qui ont une bonne réponse. Bien sûr, on va trouver que si on met 8 semaines pour juger la bonne réponse, on va trouver plus de répondeurs. Ceux qui mettent 14 jours, ils auront moins de répondeurs, surtout pour le vigabatrin. Après, si on met quelque chose de consensuel, je pense qu'il faut garder cette définition du 14e jour au 42e jour, les 6 semaines où on n'a plus de spasme. Donc, moi, je pense que si on n'a pas de réponse à 14 jours, on n'aura pas de réponse. Et donc, ça paraît logique de changer de ligne de traitement si on n'a pas de réponse à 14 jours. Quand tu l'utilises, Ils ne discutent pas la ligne, ils discutent que cet effet doit être maintenu 42 jours. Oui, c'est ça. Ça m'étonnerait qu'ils disent. Donc, il n'y a pas de… En fait, sur l'article qui définit la disparition des spasmes dans les 8 semaines, il change de traitement après 15 jours de vigabatrin. Non, mais ils définissent le taux de répondeur à 8 semaines, mais ça ne veut pas dire qu'ils attendent 8 semaines pour savoir si ça marche. Donc, c'est la même chose. C'est parce que dans les 8 premières semaines, dans les 6 à 8 premières semaines, il y a énormément de rechutes. Oui. Et donc, si on regarde qu'à 14 jours, en fait, on va avoir plein de rechutes qui seront des fausses réponses à 14 jours. Donc, c'est pour ça qu'ils regardent 8 semaines, mais tout le monde est d'accord. On ne peut pas attendre 2 mois de répondre au traitement. Donc, c'est 10, 14 jours. Je pense que c'est raisonnable.
il faut que la réponse soit maintenue au moins pendant 1 mois et demi, 6 semaines. Après, pour le pronostic cognitif, toujours la même question. Donc, je mettrai les 2 échelles pour l'évaluer. L'avantage du Vineland, c'est qu'il permet d'évaluer l'enfant même plus âgé par rapport au d'inverse. Et pour le pronostic cognitif, il dépend de plusieurs facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables comme l'étiologie, qui est le principal facteur de risque, la présence d'autres types de crises avant les spasmes, le retard du développement psychomoteur, et il parle surtout de le temps de latence ou lead time, c'est le temps après lequel, c'est l'intervalle entre le début de spasme et le début du traitement. Les différents articles s'accordent que cet intervalle doit être inférieur à 4 semaines pour avoir un meilleur pronostic cognitif. Donc, je pense qu'il faut définir vraiment ce terme, le temps de latence du début du traitement, le préciser, et un délai supérieur à 2 mois. Il est associé d'abord à une mauvaise réponse, à une persistance des spasmes et à des troubles cognitifs assez importants. Ici, en fait, c'est à nous de le démontrer. Hein. Avec la cohorte qu'on a, normalement, on devrait démontrer ça. Et oui. Dans les différents articles, ça a été démontré. Après, on doit vérifier ce qu'on a dans notre population. Donc, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ici c'est bon, comme ça? Les troubles du spectre de l'autisme, vous avez parlé du cognitif seulement, hein, le retard du développement. À côté des troubles cognitifs, les troubles du spectre de l'autisme sont aussi importants dans le spasme. Mais ils sont considérés comme un trouble. Enfin, ça entre dans le cadre des troubles cognitifs. Les différents articles, même dans l'échelle Spécifié. Vineland, elle évalue la communication, la socialisation. Donc, Vineland, oui, d'accord. Ok. Allez-y, avancez un petit peu. Après, on n'a pas beaucoup avancé en fait, parce que la problématique qui se pose actuellement, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en première ligne, est-ce qu'on va mettre uniquement le vigabatrin, quand est-ce qu'on augmente à 150, quand est-ce qu'on passe à la bithérapie, l'association de corticoïdes de vigabatrin. Nous aussi, on n'a pas vraiment trouvé de réponse. L'ébauche de réponse, donc. Généralement, on instaure le traitement, le vigabatrin en hospitalisation. Puisqu'on dispose de l'EEG au service, est-ce que ça serait intéressant de raccourcir la durée du traitement par le vigabatrin à 10 jours? Donc, on augmente après 3 jours 100 mg, après on augmente à 150 et à J10, on va soit switcher, soit associer l'hydrocortisone, soit garder le Sabril si vraiment on n'a plus de spasme et d'hypsarythmie. Ce qu'il faut, il faut mettre quand même un guideline qui est logique, hein, parce que pas tous les services, ils ont le vidéo et la facilité. Vous savez, à Sousse, il revoit l'enfant après 3 mois. Donc, moi, je pense que oui. Donc, là, bon, ça peut être l'objet de discussion aussi. Vous avez fait un état des lieux des grandes questions. En gros, Solupred plus Sabril, il y a plus de répondeurs à J15, mais quand on les évalue à 9 mois et à 18 mois, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins de déficit cognitif. Bon. Et donc après, toute la question, c'est le rapport bénéfice-risque et la faisabilité d'un traitement, soit d'emblée quasi maximal, soit séquentiel. Et donc, tout se justifie. Moi, je trouve qu'on peut justifier. Vous avez le droit de justifier parce qu'il n'y a pas de réponse. Personne ne pourra vous dire il faut faire ça. Ou alors, peut-être parmi les experts, il y en a qui sont au courant des données à 3 ans, mais je ne pense pas. Et donc, vous pouvez justifier.
moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très important qui disparaît un petit peu des études O'Callaghan et Yukis, c'est l'EEG. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que dire que le critère principal, c'est la disparition des spasmes et que l'EEG, bon, c'est choquant parce que quand même, si on a un EEG, si on n'a plus de spasmes, mais qu'on a un EEG qui reste anormal de manière diffuse, vous pouvez être sûr que vous aurez une rechute. Et donc, c'est presque, en tout cas pour nous, un motif de changer de stade, de passer en deuxième ligne. Tout à Et fait. c'est vrai que dans les études, c'est beaucoup moins, on ne sait pas très bien ce qu'ils font de l'EEG. Et donc, là, d'après ce que j'ai entendu, vous dites que vous attribuez de l'importance à faire l'EEG à J10 ou J14. Moi, je trouve ça très bien de le mettre si vous pouvez le faire. Après, voilà, si vous dites, mais en fait, on est les seuls à pouvoir le faire, personne ne le fait, bon, peut-être on peut être un petit peu moins. Soit vous décidez qu'il faut le faire et donc il faut que vous les voyez, soit on dit, bon, moi, je trouve que c'est un examen quand même primordial, si on veut bien suivre les enfants, de faire un EEG à J14, même quand ils vont bien, en disant, bon, s'il va bien, qu'il a juste un foyer de pointe, eh ben, c'est gagné, ou s'il est EEG normal, encore mieux. S'il va bien, mais qu'il a des pointes multifocales, ça va rechuter, on ne peut pas laisser le sabril. Chez nous, on fait même à 7 jours. Est-ce que c'est utile? Oui, C'est ça, bah, nous, on fait aussi. à 7 jours. Nous, on Et fait ensuite, aussi parce plus que rapidement, c'est franchement. ça, nous aussi. Je pense qu'il faut mettre là des recommandations qui peuvent être suivies par tout le monde. Et il ne faut pas penser que ce sont des recommandations pour le service. Ce sont des recommandations qu'on peut exporter pour tous les autres services de neurologie pédiatrique et pour les autres services, quoi. Bah, alors, J14, ça paraît un bon compromis, non? Oui, tout à fait. J7, on se fie à la réponse clinique. Si la maman rapporte des spasmes, on augmente à 150. Mais à J14, il est nécessaire de faire le G, en fait. Je ne pense pas qu'on Ok, peut se permettre. moi, ça me va. Oui, d'accord. Et après, c'est l'hydrocortisone, donc. Moi, j'ai une question. Certains articles parlent de ce délai d'instauration du traitement et proposent une bithérapie dans les formes cryptogéniques si on a un délai d'instauration du traitement qui est lent pour améliorer le pronostic cognitif, puisque les formes cryptogéniques, ils ont un bon pronostic cognitif. En fait, pour améliorer encore ce pronostic cognitif, ils proposent la bithérapie, la corticothérapie et vigabatrin, une association d'emblée. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça ou non? Moi, la remarque que je ferai, c'est que c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut être hyper rapide dans le bilan. Et pour l'instant, on n'a pas d'argument pour dire que c'est mieux, hein. Les gens qui le font, ils disent qu'ils réfléchissent et que. Mais c'est vrai que toute la question est là. Est-ce que vous voulez essayer de réfléchir à faire mieux que ce qui est fait en ayant un peu des intuitions et moi, ça me va, si c'est justifié? Ou est-ce que vous dites non, il faut déjà faire bien et tous pareil et ce sera déjà un progrès et il faut que le protocole ne nous choque pas, c'est-à-dire qu'on ne se dise pas ouais, mais ça, nous, on fait mieux. Hein, mais on peut faire un peu mieux, mais entre J10 et J14 pour le G, c'est pas très différent. Vous êtes d'accord? Moi, je trouve que ceux qui disent, alors en fonction de la cause qu'on évoque, on va faire d'emblée hydrocortisone, Sabril, quand c'est crypto, quand l'IRM est normal, quand le G c'est une vraie arythmie, et puis on va donner Sabril quand on a l'impression que c'est lésionnel. Ça, c'est compliqué, hein. Les gens qui font ça, ils font ça pour leur service, et je suis pas sûr qu'à chaque fois ils y arrivent à toujours le suivre, le protocole. Non, c'est pas évident. Nous, Et en on a plus, alors, essayé, c'est pas évident. si on avait démontré que c'était beaucoup mieux, ok, mais c'est pas démontré pour l'instant. C'est une hypothèse pour le moment dans certains articles. Et pour le Faites patient, quelque chose de simple quand même, parce que, hein, enfin de simple, c'est déjà pas simple, hein. On ne peut pas dire que ce soit très simple. Vous avez vu tout le bilan que vous proposez, 2 EEG à 15 jours d'intervalle, c'est pas simple. Alors si en plus vous dites, alors si vous pensez que l'EEG est normal, machin, vous allez avoir des gens qui vont vous dire,
Enfin, vous n'avez pas peur qu'il y ait des gens qui disent je ne sais plus dans quel cadre je suis. Est-ce que c'est crypto? Est-ce que c'est parce que mon bilan est en cours? Moi, je trouve que le séquentiel, il a cet avantage d'être simple et de bien suivre les patients, quoi. D'accord. Et une autre question pour le passage à la dose de 150. À J3, vous en pensez quoi? Bah, moi, si c'est bien toléré, pourquoi pas? Une autre question, il y a le protocole qui associe la vitamine B6 à 100 mg, à 10 mg kilo par jour pendant 6 mois, en pensant que ça peut être efficace dans 10 à 15% des cas, puisqu'on ne dispose pas de l'hydrocortisone. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup d'alternatives. Est-ce que si après 15 jours d'association, on peut proposer ça en fait? La B6? Oui. Moi, 6 mois de B6, ça me paraît vraiment délirant, hein. Le problème de la B6, c'est quand on la met, si on veut évaluer, il ne faut pas changer les choses. Donc, soit vous la mettez à J10 et J10, J14, il y a la B6 en plus du Sabril. Soit après, si vous le mettez à J14 en même temps que l'hydrocortisone, vous allez avoir plein de réponses, vous ne saurez pas quoi faire de la B6. Là, on la met généralement après l'échec de l'hydrocortisone de 15 jours. On peut l'associer parfois, on l'associe parfois. Bah, vous la mettez où vous voulez. On pourra discuter. Moi, ici, nous, on la met à J10 de Sabril ou à J7. En fait, on fait Sabril, on évalue l'enfant entre J7 et J10. Et si on n'a pas de réponse, on met la B6 le temps de s'organiser pour après mettre soit l'hydrocortisone, soit le synactène. En association avec, Le Sabril. avec le Sabril. Ouais. Oui. J'ai une alternative, c'est vrai. J'ai une question donc pour le Sabril chez nous. Donc, s'il ne répond pas au Sabril 100, on passe au Sabril 150. Mais la durée du Sabril 150, chez nous, on garde 7 jours. Puis, même s'il y a une réponse ou il n'y a pas, donc toujours on diminue la dose à 100 mg kilo. Selon les articles, donc j'ai vu, donc même il maintient la dose de, s'il répond sous 150, il maintient les doses de 150 mg pendant 2 mois. Donc, ce n'est pas une dose très élevée. Donc, je pense que c'est une Si, dose. moi, je trouve que c'est une dose très élevée et il n'y a pas Oui. d'argument, hein. Mm. Ça, la durée du traitement par Sabril, c'est une question intéressante aussi, hein. Justement, la durée, 6 mois, pratiquement plusieurs articles, ils parlent de durée de 5 mois et puis un arrêt progressif de Oui. 1 mois. Donc, Voilà, en tout cas, pas des durées, pas 10 ans, quoi. ouais. Moi, je pense que tout le reste, c'est vraiment bien. Ça aussi, mais je veux dire, ça va être. Il y a deux. Ça peut être bien de présenter le protocole que vous faites en disant voilà, on a travaillé, on est à peu près tous d'accord sur les principaux points, la définition, le bilan. Il y a deux choses qu'on voudrait discuter, les étiologies, hein. Il y a quand même dans le bilan la place de chaque examen. Et puis surtout, après, on aimerait discuter avec les experts. Voilà ce qu'on propose, mais par contre, il faudra trancher d'ici là. Voilà ce qu'on propose comme prise en charge. Bilan, première ligne. On passe à partir de quand la deuxième ligne et donner des arguments de littérature. Voilà ce qu'on propose. Et puis les gens discuteront, c'est intéressant. On aura l'avis de 4 personnes. Vous verrez qu'on ne sera pas forcément exactement les mêmes protocoles. Et donc après, l'idée, ce sera de dire, est-ce que dans votre protocole, il y a quelque chose qui est choquant? Est-ce qu'on fait un switch par autre chose? Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Moi, je trouve que ça peut être une bonne animation pour, pour l'atelier avec les experts là-dessus. Tout à fait, moi je pense aussi. Il faut qu'on
il faut qu'on propose un protocole, moi je pense, et Oui, qu'on le discute. voilà. Et il y aura toujours des questions et vous pouvez les mettre. On a discuté sur la durée de telle chose. On a discuté bithérapie, monothérapie. On a discuté est-ce qu'on fait en fonction de l'étiologie présumée. On a discuté la B6. Et puis finalement, quand je vous dis la B6 à J10, c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas vrai pour tous les patients. Vous voyez, il y a des patients, on ne leur fera jamais, on n'y croit pas. Il y a des patients, on n'y pense pas, on le fait un peu tard. Et puis il y a des patients, on va le faire un peu plus tôt parce qu'on a l'impression qu'il y avait des choses petites, parce qu'il est très trémulant, parce que c'est une famille consanguine, par exemple, aussi, où on va dire faut y penser. Donc c'est ça qui est difficile, c'est que, vous voyez, je pense que je pense pas que ni Roberta, ni Pasquale, ni Sarah ne vous diront il faut faire comme si. On va discuter, moi je fais comme si, moi j'ai fait ça. Et c'est ça qui est intéressant. Donc venez avec un protocole. Là, vous avez tout bien. Moi, je pense que c'est bien. Et puis, pensez à poser, comme vous avez fait là, moi je trouve ça super, des petites questions. Et les gens pourront y répondre. Et moi, si vous voulez, je peux préparer, on verra, je peux préparer un cas intéressant, et puis on discute. OK? D'accord. Tout à Bon. fait. Mais en tout cas, bravo, hein, c'est super. Moi, pour moi, c'est un bon protocole, il manque pas grand-chose. Il manque rien même. C'est très bien, hein. Il y a tout ce qu'il faut, c'est très complet. Donc, il faut les figures de l'EEG, ça, je suis tout à fait d'accord que c'est bien d'avoir des figures pour l'EEG. Les plus typiques. Voilà, exactement. Et puis, l'idée du professeur Tricky de demander à métaboliciens hein, si c'est quoi leur idée devant le West, qu'est-ce qu'ils retrouvent comme maladie métabolique, je trouve que c'est très intéressant. D'accord. OK? D'accord. J'ai une dernière question. Oui, Pour l'organisation du parcours de soins, là, il faut définir le rôle de chacun, c'est ça? Le généticien, le c'est ça. neurochirurgien, le pédiatre, et Il ne tout. faut Oui, pas oublier l'infirmier, exactement. ni l'association des parents. Ben, Ben oui, hein. pour Si vous les voulez, oui, je suis désolé, je vais devoir vous quitter. Mais si vous voulez, on peut continuer cette partie par email. Vous pouvez m'envoyer hein, D'accord, merci. le texte. Mais le parcours, oui, c'est ça, c'est le rôle de chacun. Et c'est ça. C'est le rôle de. C'est pas la peine de faire des choses très compliquées. C'est le rôle de chacun. Hein, qui est le médecin, le rôle du médecin traitant, le rôle du généticien, le rôle de qui est l'expert, niveau 1, niveau 2, niveau 3, par exemple. D'accord. Ça, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vous qui savez ça. OK? Tout à fait, il faut l'adapter. Merci Mathieu. Bon, merci à vous. Au groupe. À Hein. chaque fois, ça. Ouais, non, Merci vraiment, beaucoup. bravo pour le travail. Hein. C'est vraiment. Ça fait plaisir parce que je trouve qu'on discute et qu'on avance ensemble et c'est un beau document, très beau. Tout à fait. Ouais. Merci à vous pour les conseils. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Merci et bon après-midi. Hein. Oui, Merci. à bientôt. Merci Au Mathieu. revoir. Hein. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.